Luc est le demi-frère de Cécile Bloch, la première victime connue d'un tueur en série surnommé le Grêlé. Elle avait 11 ans quand elle a été assassinée en 1986. La semaine dernière, Luc a récupéré les affaires de sa sœur, saisie par la police sur la scène de crime. Dans cette boîte, la paire de baskets de Cécile, sa montre et ses lunettes que lui a restituées la juge. Elle m'a donné cette boîte en me disant qu'elle n'avait plus d'utilité. Que l'affaire s'arrêtait là. Donc que ce qu'aurait espéré Cécile, c'est qu'on punisse cet individu-là, qu'on le punisse. Le meurtrier de Cécile ne sera jamais jugé. Il s'est suicidé le 29 septembre dernier. Le Grêlé, tueur en série, auteur d'au moins 3 meurtres et 4 viols entre 1986 et 1994, venait d'être identifié. Monsieur Vérov est ici. François Vérov, 59 ans, un ex-gendarme devenu policier. Il était très serviable, très disponible. Un tueur en série qui a mené pendant 35 ans une vie en apparence paisible. On se dit rétrospectivement, mais tu as serré la main d'une personne qui a tué, qui a violé, qui a séquestré. Le Grêlé, ou l'histoire d'un homme au double visage. « 5 mai 1986, au matin. Les enquêteurs du célèbre 36 quai des Orfèvres, la brigade criminelle de Paris, sont appelés pour un meurtre dans le nord de la capitale, au 116 rue Alfred Petit. L'inspecteur Jean-Louis Huesca est un des premiers sur place. Il est particulièrement marqué par la scène de crime. Alors déjà, moi, ça m'interpelle parce que rue Petit, j'y vis. Bon, c'est une rue assez longue, mais d'après le numéro qui est communiqué, c'est dans la résidence où je demeure avec ma compagne et puis mon fils. Donc, le groupe entier s'y rend et là, on découvre donc dans un local où on met les encombrants, au 2e sous-sol, sur une moquette assez pourrie dans un local qui est très très peu éclairé, très sombre, le corps d'une fillette. Le bas du corps est dénudé. Il y a manifestement des traces de strangulation au niveau du cou. Et par la suite, on déterminera qu'elle a été aussi poignardée. Cécile Bloch, 11 ans, a été violée puis étranglée. Le matin même, à 8h40, elle a pris l'ascenseur pour se rendre à l'école seule. Son agresseur lui a tendu un piège pour l'attirer au 3e sous-sol, dans un local désaffecté. Luc, le demi-frère de Cécile, est alors âgé de 24 ans. Il se souvient avoir croisé un homme le matin même, dans l'ascenseur. Je l'ai regardé parce que c'est une personne que je ne connaissais pas. Il était parfaitement décontracté, donc un peu appuyé sur la barre de l'ascenseur. Il avait une chevelure un petit peu mal soignée, une mèche sur le côté droit et une peau irrégulière. Il vous a parlé? Il m'a parlé au moment où j'ai quitté l'ascenseur et où il m'a dit au revoir. Il m'a souhaité très bonne journée. Ce qui est assez terrible quand on sait ce qu'il se préparait à faire. Grâce au témoignage de Luc, les enquêteurs établissent le portrait robot du suspect. Un homme jeune, d'apparence marginale, le visage grêlé par l'acné. Il n'en serait pas à son coup d'essai. Les policiers de la brigade criminelle s'aperçoivent qu'un mois auparavant, Sarah, une fillette de 8 ans, a été victime d'un viol similaire dans le sud de Paris.
elle aussi a été piégée dans un ascenseur, traînée dans un sous-sol, ligotée. Elle a survécu par miracle. L'ombre d'un prédateur. Les enquêteurs vont en avoir la confirmation 1 an et demi plus tard, toujours à Paris. Marianne, 14 ans, rentre chez elle. Elle est suivie par un homme qui lui présente une carte de police. Il s'introduit dans son appartement et, sous la menace de son arme, la ligote et la viole. Les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit du grêlé. Le mode opératoire est identique à celui des 2 autres affaires. Mais malgré la présence de sperme, de sang ou encore d'un mégot de cigarette sur les scènes de crime, impossible de le confondre. Les policiers sont dans l'impasse. Des traces, il en laisse très peu. Très très peu. Au niveau empreinte, rien. Au niveau, alors qu'il ne se protège pas à notre connaissance, il ne prend pas de gants, etc. Voilà. La vidéosurveillance n'existait quasiment pas. L'ADN, j'en parle même pas. On est en 87, toujours rien. 88, toujours rien. Et puis les années passent. Le grêlé, c'est comme évaporé. Jusqu'en avril 1994, où son surnom refait surface, en Seine-et-Marne cette fois-ci. Une fillette de 11 ans fait du vélo sur cette route de campagne, quand elle est abordée par un homme qui lui aussi se dit policier. Romain Boulet est l'avocat de celle que nous appellerons Marie. Un individu va l'embarquer dans son véhicule en lui présentant une carte de police. Il va la menotter et ils vont partir pour une sinistre promenade de sans doute plusieurs heures, puisqu'ils vont se déplacer de plus de 100 km. Et il va la conduire dans le sud de Paris, dans un bâtiment abandonné, une espèce de ferme abandonnée, où il va la ligoter et il va lui faire subir un viol à plusieurs reprises, avant de l'abandonner. Alors, on dit l'abandonner, c'est une petite fille de 11 ans, donc elle raconte les faits avec son regard de l'époque. On ne sait pas s'il l'abandonne ou si elle, à un moment, profite d'un moment d'inattention de sa part pour réussir à prendre la fuite. Mais il se trouve qu'elle va se détacher, il n'est pas dans le coin et elle va réussir à demander de l'aide. Quand on lui présente le portrait robot du grêlé, Marie reconnaît son agresseur. 2 ans plus tard, en 1996, l'exploitation de l'ADN permet de relier avec certitude le viol de Marie, au meurtre de Cécile et au viol de Sarah et de Marianne. Les 4 fillettes ont été victimes du même homme, le grêlé. En 2001, coup de théâtre, l'ADN parle à nouveau. Le grêlé est aussi l'auteur d'un double homicide sadique qui a eu lieu dans le Marais en avril 1987. Une affaire d'une extrême sauvagerie qui n'a rien à voir avec des crimes pédophiles. Une jeune fille au père allemande de 20 ans et son employeur de 38 ans sont retrouvés morts dans le 3 pièces familial. C'est l'inspecteur Alain Vasquez qui est en charge de l'enquête. Il se souvient de cette scène de crime, la plus marquante de toute sa carrière. La jeune fille au père est attachée comme crucifiée au montant supérieur d'un lit superposé. Voilà. Donc elle a les bras, les mains attachées en croix et elle est ligotée également au niveau du cou. Elle présente des blessures légères, superficielles, mais avec quand même quelques traces de giclures de sang qui sont consécutives à des coups de couteau qui lui ont été portés au niveau de la gorge et sur le corps. Pour le père de famille, donc, il est sur le ventre, il est dans son lit, en position ventrale, avec les mains et les jambes reliées dans le dos par des liens. Le tout est relié à la gorge, hein, et resserré à l'aide d'un tisonnier qui sert de garrot et qui resserre les liens jusqu'à provoquer l'étranglement. Alain Vasquez garde en mémoire son désarroi quand il découvre que ce double homicide est attribué au grêlé. Quand l'ADN match, là, c'est une première sidération quoi, dans l'histoire, parce qu'on se dit, mais
qu'est-ce que c'est que ce lascar, qu'est-ce que c'est que ce type qui s'en prend à 2 adultes de cette manière-là et qui assassine en même temps des enfants. Bon, il y a quelque chose de pas très cohérent, mais bon, on est bien obligé de faire avec. On se dit, bon là, ça va donner, il va y avoir des recoupements, on va en sortir quelque chose, quoi. Et on n'en sort rien. On a imaginé toutes les hypothèses, on a envoyé l'ADN partout, on a fait des comparaisons en prison, en hôpital psychiatrique. À un moment donné, dans les discussions qu'il avait avec les petites filles qu'il a violées, il avait dit qu'il avait encadré des camps de jeunes. Alors c'est pareil, on a sorti tous les gens qui avaient encadré des camps de jeunes, on a fait des campagnes massives d'ADN, etc., etc. Et tout ça en vain. Et donc l'inquiétude, c'était que ce type soit mort naturel, d'accident, n'importe quoi, enterré, qu'il est arrêté à cause de ça et que finalement, on ne le retrouve jamais. Pourtant, depuis le début de l'affaire, plusieurs éléments auraient dû mettre les enquêteurs sur la piste d'un gendarme ou d'un policier. Le premier viol, celui de Sarah, a eu lieu à 2 pas d'une caserne de la garde républicaine. Marianne, sa 3e victime, a évoqué une carte professionnelle tricolore des forces de l'ordre. Quant à Marie, enlevée sur cette route de Seine-et-Marne, elle raconte que son agresseur lui a déclaré être policier. Pour Didier Seban, l'avocat de Marie, l'homme n'a pas choisi sa scène de crime par hasard. Il avait l'air de connaître le lieu. C'était une ferme isolée, abandonnée, et qui avait aussi cette spécificité d'être proche d'un camp d'entraînement de la gendarmerie. Et donc, évidemment, le fait qu'ils connaissent parfaitement ce lieu, ça posait des questions. C'est un des éléments de l'enquête qui a amené à encore renforcer la pression sur les gendarmes qui pouvaient avoir cet âge-là et avoir à ce moment-là commis cet acte. Cette piste, Luc, le demi-frère de Cécile, y croit depuis le début. Vu la stature, le comportement, moi j'avais toujours pensé qu'il pouvait s'agir d'un policier, d'un militaire ou de quelqu'un de la sécurité. À partir de là, on a évidemment soumis à la police, cela a été assez mal pris au départ, c'est-à-dire qu'ils n'y croyaient pas. On sentait qu'ils étaient vraiment dans le déni, et ça sur plusieurs années. Donc il a fallu beaucoup de temps avant vraiment pour eux de réaliser, d'accepter qu'il pouvait s'agir d'un policier ou d'un militaire ou d'un gendarme. Et ça aussi, ça compte dans le temps cumulé de l'affaire. En 2014, une nouvelle juge est nommée, la 9e. La tenace Nathalie Turquet veut résoudre l'affaire. Elle acquiert une conviction. Le suspect est un gendarme. Elle décide de faire passer un test ADN aux 750 militaires qui travaillaient à cette époque en région parisienne. Parmi eux, un certain François Vérove, un retraité de 59 ans. Il vit dans la station balnéaire de la Grande Motte, dans cette maison. Le 24 septembre dernier, il est convoqué au commissariat de Montpellier pour un prélèvement ADN. Mais il ne s'y rend pas. 5 jours plus tard, l'homme se donne la mort dans ce logement de vacances qu'il a loué pour quelques jours. Une boîte de tramadol, un puissant opiacé, est retrouvée à ses côtés, ainsi qu'une lettre adressée à sa femme, dans laquelle il confesse être un grand criminel qui a commis des faits impardonnables. Il explique avoir été sujet à des pulsions et affirme n'avoir plus rien fait depuis 1997, car il s'était pris en main. L'ADN du grêlé est comparé à celui de François Vérove. Et ça match. Le grêlé a enfin un nom et un visage. Comment cet homme a-t-il réussi à se fondre dans le quotidien d'une vie tranquille pendant 35 ans, alors qu'il était l'un des criminels les plus recherchés de France? François Vérove grandit à Marc-en-Barreuil, dans la banlieue de Lille. Il vit dans ce quartier résidentiel avec son père, sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs. Une enfance apparemment sans histoire. À 18 ans, il s'installe à Paris et s'engage dans la gendarmerie, où il intègre l'escadron des motards de la garde républicaine.
En 1985, François Vérove rencontre sa femme. L'année d'après, il commence sa série de viols et de meurtres avec Sarah, puis Cécile, puis les suppliciés du Marais. En 1988, il devient père d'une petite fille puis d'un garçon 3 ans plus tard. Pendant ces années, aucun crime ne lui est imputé. En 1992, il quitte la gendarmerie pour entrer dans la police. Voici des vidéos exclusives de François Vérove à l'époque. T'as vu la merde, on dirait un collègue, bon, vous connaissez à pied, vous prenez le boulet. Dès que le collègue dit je rentre dans les zones, vous sortez. Là, il a 30 ans, ne porte plus de traces d'acné sur le visage et veut intégrer l'unité des motards de la police. Pendant 3 mois, aux côtés de 23 autres jeunes policiers, il s'entraîne chaque jour. Franck Jourde, aujourd'hui à la retraite, a été son binôme pendant ce stage. Moi, je suis ici de dos. Ici, juste en face de moi, c'est mon équipier François Vérove. On était en train de faire un petit peu d'explications avec les moniteurs pour le déroulement de l'épreuve de fin de stage, de l'examen de trial. On voit François encore ici, là, en train de reconnaître le parcours. Là. Messieurs Jourde, Vérove. François Vérove, au centre, finira 12e de la promotion. Un classement médiocre pour cet homme, doté d'une grande confiance en lui. Il voulait montrer que l'ancien gendarme savait piloter une moto, peut-être un peu plus que nous. Il avait cette attitude un petit peu supérieure, hautaine, un petit peu moralisateur, paternaliste, de vouloir quelquefois nous expliquer un peu plus que ce que n'auraient fait les moniteurs, par exemple. François Vérove intègre le commissariat de Nanterre où il côtoie Denis Jacob. Ils sont tous les deux responsables d'un syndicat de policiers. Nous sommes en 1995, quelques mois seulement après le viol de la petite Marie, le dernier crime connu du grêlé. Denis Jacob se souvient qu'à cette époque, François Vérove traverse une période difficile. Il est en dépression, sous traitement. Il avait comme des périodes de crise, c'est-à-dire qu'il arrivait parfois au bureau où il était complètement livide, blanc, tremblant, quand il parlait avec un peu d'écume au bord des lèvres. Alors ça n'en fait pas un enragé, hein, mais quand c'est cumulé avec un visage pâle, pas bien, tremblant, bon, vous voyez que ce garçon est pas bien, quoi, qu'il est vraiment en souffrance. Donc nous, on a essayé de l'accompagner du mieux que l'on pouvait. Mais François Vérove, peu disert, ne se confie pas sur son mal-être et refuse l'aide de ses collègues. Mais en tous les cas, moi, quand j'ai appris que c'était lui le tueur en série, le grêlé, je me suis posé plein de questions. Est-ce que ce sont ces problèmes psychologiques qui l'ont conduit à commettre ces atrocités, ou est-ce que ce sont ces atrocités qui l'ont mis dans cet état-là, au point peut-être, parce que ça je ne le sais pas, peut-être que l'enquête le dira, mais au point peut-être de consulter, de se faire soigner, et qu'après, il n'y ait plus rien eu, je ne sais pas. François Vérove quitte la région parisienne en 1999 pour s'installer dans le sud de la France. Bien noté par sa hiérarchie, il est promu brigadier-chef et intègre l'unité moto du commissariat de Montpellier. Là encore, impossible d'imaginer qu'il a été un tueur en série. Paul et Jean-Claude, ses anciens supérieurs hiérarchiques, ont accepté de s'exprimer à visage caché. À l'époque, j'avais besoin de grader, donc j'étais très content de sa venue et de sa mutation. Et pour moi, il était quasiment parfait. Il faisait bien son travail, sans elle. Dans ses actions, c'était pas quelqu'un de virulent ni rien, quoi. Hein. Donc, il n'y avait aucune personne avec qui il était en conflit. Et on n'a jamais eu de plainte de quelque contrevenant que ce soit, parce que certains fonctionnaires, des fois malheureusement, c'est rare, mais ça arrive, qu'il y en ait certains, comme ils sont investis d'un certain pouvoir, qui en abusent un peu. Mais là, il ne faisait pas du tout partie de cette catégorie. C'était un bon flic. Un bon policier, très apprécié de ses collègues.
parce qu'il avait un sourire avec des dents un petit peu plus grandes peut-être que la moyenne, et il le surnommait Fernandel, qui est plutôt un surnom sympathique, quoi. Donc ça montre bien que un peu partout dans le commissariat, il était bien vu, quoi. Les autres étaient comme nous, ils n'ont jamais pensé que c'était un monstre, quoi. En 2008, François Vérove s'installe dans l'arrière-pays de Montpellier, dans le village de Prades-le-Lez. Il y fait construire cette maison d'architecte où il vit avec sa femme et ses 2 enfants. Il s'engage dans la vie politique locale avec Jean-Luc Poblador, qui devient son ami. Ils rejoignent tous les 2 la liste du maire sortant. On a ici en fait l'ensemble des candidats de la liste. Monsieur Vérove est ici. Monsieur le maire et moi-même un peu caché. À ce moment-là, c'était François Vérove, pour moi. C'était pas le grêlé, je le savais pas. Donc il était vraiment très serviable, très disponible. Il voulait nous rendre service, vraiment. François Vérove fait valoir son job de policier et devient le monsieur sécurité de la liste. En 2014, le maire est réélu. François Vérove devient conseiller municipal. Donc son rôle, c'était de faire tous les supports de communication, aussi bien écrits que réseaux sociaux et puis sites web, etc. Il était investi ? Il était investi, totalement. Il voulait bien faire, voilà, sans pour autant rechercher quelque chose. Monsieur Vérove est présent. Comme on le voit sur cette vidéo, il participe activement aux différents conseils municipaux. Suite à un accident de moto, il prend une retraite anticipée et s'installe en bord de mer, à la Grande Motte. Dans cette maison, il reçoit ses enfants et ses petits-enfants, un grand-père modèle selon le voisinage, jusqu'au 29 septembre dernier, où la vérité sur la double facette du parfait citoyen éclate en plein jour. Le demi-frère de la petite Cécile vit le suicide du grêlé comme un ultime pied de nez. Je regrette profondément qu'il n'ait pas fini ses jours en prison et qu'il n'ait pas été puni pour ce qu'il a fait sur tant de victimes. Ce suicide est le pire dénouement de l'affaire que Cécile aurait souhaité. C'est comme un deuxième outrage qu'on lui aurait fait, en ne lui rendant pas justice. Dans la lettre qu'il a laissée, François Vérove affirme n'avoir plus rien fait depuis 1997. Or, son dernier crime connu, le viol de Marie, remonte à 1994. Aurait-il commis d'autres crimes pendant ces 3 ans ? Corinne Herman, spécialisée dans les cold cases, est l'avocate de plusieurs parties civiles du dossier. Je pars du principe qu'il faut toujours vérifier le parcours de ces tueurs, le localiser, savoir où il se trouvait, où il était en mission, où il a vécu. On doit une réponse aux victimes qui sont dans l'attente ou qui se questionnent. On n'aura jamais la liste exacte de leurs crimes. Attendons d'avancer dans l'enquête pour voir véritablement son profil se dessiner et voir s'il y a d'autres séries avec d'autres types de victimes, d'autres modes opératoires. Voyons. Depuis le décès de François Vérove, les enquêteurs se penchent sur les affaires de Sophie Narme, 23 ans, violée et étranglée à Paris en 1991, et de Karine Leroy, enlevée sur la route du lycée, à Meaux, en juin 1994, ainsi que sur d'autres viols ou tentatives non élucidées. Même identifié, le grêlé garde sa part de mystère.